Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle rencontre, ce nouveau forum du savoir. L'intitulé, vous l'avez devant vous, le carbone et les origines de la vie que nous apprennent les atmosphères des planètes. Et pour en parler, notre invitée, Nathalie Carrasco. Je vous invite à l'applaudir. Donc, Nathalie Carrasco est professeure de sciences planétaires à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et comme à l'accoutumée, je vous propose d'abord de commencer à mieux connaître notre invitée, une femme en sciences. Déjà, voilà une belle chose, inspirante notamment pour les jeunes qui sont ici dans la salle. Est-ce que les planètes, le système solaire, c'était une vocation qui est apparue très tôt chez vous ? Alors bonsoir à tous. Donc pour répondre à ta question Rebecca, les planètes, j'y suis venue au fur et à mesure. J'y suis pas depuis toute petite. Je suis d'une famille de scientifiques. Et puis surtout, je voudrais rendre hommage à mes enseignantes de collège et de lycée. J'ai des enseignantes de sciences physiques qui m'ont montré à quel point la science physique était une science géniale, autant pour les filles que les garçons. Et le fait d'avoir des femmes comme enseignantes, c'est vrai que ça m'a projetée dans le métier sans difficulté. Donc les sciences, oui. Et en fait, au fur et à mesure, j'avais une envie de travailler pour les sciences de l'environnement, sciences de l'écologie. Donc j'ai en fait commencé ma carrière de recherche sur l'atmosphère de la Terre, sur l'étude de toute notre problématique autour de la qualité de l'air, de la pollution. Et puis à la fin de ma thèse, c'était il y a quelques années maintenant, c'était en 2005, il se trouve qu'il y a une mission spatiale qui arrivait en orbite autour de Saturne, donc loin d'ici, 10 fois plus loin du Soleil que notre planète Terre. Donc autour de Saturne, il se trouve qu'il y a toute une ribambelle de satellites, mais un en particulier qui est formidable, qui est, je vous en parlerai un peu plus après, hein, vous inquiétez pas, c'est le satellite Titan. Et il se trouve que, eh bien, il y a une chimie dans cette atmosphère qui est très 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 compliquée et qui nous renseigne sur les origines en fait de la vie terrestre. Donc j'ai foncé à corps perdu sur ce projet à la fin de ma thèse et donc depuis j'étudie l'atmosphère des autres planètes du système solaire pour mieux en apprendre sur notre planète Terre. Très bien, merci pour ce parcours inspirant et comme quoi voilà, on peut se retrouver à étudier une partie de l'univers alors que le point de départ c'était vraiment vous aviez les pieds sur terre. Complètement. Alors commençons par notre séquence idées reçues. Idées reçues, à la fois ce soir on va aussi être sur des questions de vocabulaire pour être sûr qu'on se comprenne bien, pour pouvoir suivre dans les meilleures conditions possibles l'ensemble de la conférence. Donc vous avez toujours ces deux petits cartons. Le bleu va vouloir dire oui et le orange va vouloir dire non. Donc je vais vous proposer 5 idées reçues, 5 questions concoctées avec Nathalie. Moi j'ai les cartons mais je ne joue pas. Ah non, on voudra les réponses. Et pas de piège en commençant à lever une mauvaise couleur. L'expression espèce chimique fait-elle référence à des organismes vivants ? Espèce chimique, le bleu pour oui, le orange pour non. Alors on voit une majorité se dégager, mais pourtant aussi des cartons bleus. Alors Nathalie, nous n'en pouvons plus. Espèce chimique, le vivant ou pas ? Alors merci pour tous ces cartons oranges. C'est une question qu'on s'est posée puisque régulièrement, je me suis rendu compte que ça pouvait donner lieu à des contresens auprès des gens, puisqu'on jargonne beaucoup dans notre communauté scientifique. Et moi, j'utilise tout le temps espèce chimique. Mais effectivement, je ne parle que de chimie. Je ne vous parlerai pas de vie, je ne vous parlerai pas d'espèces vivantes du tout. Voilà, le premier piège étant levé, continuons. Encore une expression, 2 expressions même. Les expressions chimie du carbone et chimie organique sont-elles synonymes ? Bleu pour oui, orange pour non. Et j'ai vu des mains se lever très vite avec beaucoup de conviction. Hein. Alors juste en face de moi, non, c'est très bien. Donc là, une majorité de bleu cette fois-ci. Alors Nathalie. Tu me rappelles, bleu c'est ? Oui. Je suis rassurée, bleu c'est oui. Voilà, donc ce sont
bien donc deux expressions synonymes. On entendra sans doute les deux au cours de la conférence. Exactement, on va parler beaucoup de chimie du carbone et donc de chimie organique. Très bien. Troisième question. La présence d'eau est-elle suffisante pour rendre un environnement habitable? Ah, certaines personnes lèvent même les deux couleurs. C'est parce qu'on sent qu'il y a une nuance à apporter dans la réponse. Merci, monsieur. Mais la majorité de non. Alors, Nathalie. Alors là, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière ces noms. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs interprétations. Donc la réponse est non. Mais je pense qu'il vaudra mieux qu'on en parle plutôt après pour voir effectivement. Donc du teasing. Donc gardez cette question en tête de l'eau. On en parlera tout à l'heure. Quatrième question. Tout à l'heure, vous parliez de Titan. On a observé des lacs sur Titan, donc cette lune de Saturne. S'agit-il de lacs d'eau? Nous avons un public averti. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, exactement. Donc non, Titan est donc, comme on l'a dit tout à l'heure, à 10 unités astronomiques. Il fait à peu près moins 200 degrés à la surface de Titan. Donc évidemment, l'eau, elle y est présente, mais elle est sous forme de glace, donc solide. Il n'y a absolument aucune possibilité d'avoir de l'eau liquide à la surface de Titan. Ce sont des lacs d'autre chose. Ah, là aussi encore, suspense. Dernière question, encore une expression que Nathalie utilisera lors de sa conférence. L'expression « terre primitive » fait-elle référence à l'époque des premiers humains? Oui, vraiment un public averti. Mais on veut en savoir plus. Voilà, je vais dire deux mots. Effectivement, la terre primitive dont je vais vous parler, ce sera la terre avant l'émergence du vivant. Donc il y a environ, on reviendra là-dessus, mais environ 4 milliards d'années. Très bien. Ben, merci pour ces quelques questions de vocabulaire, parce que c'est vrai, on va éviter comme ça les mauvaises compréhensions du propos. Les choses étant claires, eh bien, je vous propose de débuter votre conférence. Merci. Alors, rebonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis vraiment ravie d'être ce soir à Rouen, qui est une ville où je viens régulièrement. Vous m'avez vu saluer des personnes dans l'hémicycle. Ce sont des collaborateurs de l'Université de Mont-Saint-Aignan. Donc, j'y viens pour travailler sur des sujets de recherche ici, dont vous verrez quelques résultats après. Mais par contre, je n'avais encore, comme finalement Rouen et puis là où je travaille, à savoir Versailles-Saint-Quentin, eh bien, c'est en même temps très très près. À chaque fois que je viens, c'est pour des réunions de travail sur la journée, donc je n'ai jamais eu encore la chance de profiter de la ville du Rouen. Donc aujourd'hui, je suis contente de vous voir et aussi très heureuse de découvrir cette jolie ville de Rouen où j'ai passé donc quelques heures tout à l'heure. Ceci étant dit, le sujet de la conférence de ce soir est évidemment sur mon travail de recherche, à savoir comment le carbone a pu contribuer à l'origine de la vie sur la Terre primitive, et surtout ce que nous apprennent les atmosphères des planètes du système solaire et au-delà pour comprendre justement cette émergence du vivant. Alors, à nouveau, vaste question, on cherche l'émergence du vivant, donc c'est une question qui est posée pour à la fois les chimistes comme moi, mais également pour les biologistes. Comment est-ce qu'on passe du non-animé à l'animé, de l'inerte au vivant? C'est extrêmement compliqué. Mais déjà, le vivant, posons-nous la question, qu'est-ce que c'est? Si on le voyait, s'il y avait du vivant sur une autre planète qu'on observerait, ne serait-ce que prenons un petit peu de distance par rapport à la Terre, où on sait qu'il y a de la vie, est-ce que de loin on serait capable de la reconnaître? Qu'est-ce que c'est que la vie? Donc c'est sur la base de déjà ces quelques questions qu'on peut s'interroger pour savoir, puisqu'on cherche la vie ailleurs que sur Terre également, quelles sont les signatures, comment être capable de l'identifier? Donc c'est quoi la vie au fait? Donc pour commencer, je vous propose un tout petit jeu, une sorte de chercher Charlie, chercher la vie sur cette photo. Donc, alors comme c'est compliqué la vie, hein, je vous ai mis des indices sur cet écran. Hein. Allez, on va passer au transparent suivant. Je pense que là, on est assez près à voir
où est la vie sur cette image? Alors évidemment, hein, merci les indices, mais les indices sont aussi des êtres vivants. On a bien vu cette petite grenouille qui essayait de se camoufler. Donc déjà, 3 êtres vivants sur cette photo. Vous avez vu, déjà voir la grenouille, c'était pas si simple, hein. Donc, est-ce qu'on aurait été capable de voir la grenouille? Il faut déjà de bons yeux. Mais voilà, on a aussi 2 autres très jolis organismes vivants. Ce sont mes 2 enfants qui nous font la visite ici. Alors, mais est-ce que c'est tout? Est-ce qu'on a tout vu? Non, pas du tout, loin de là. Exactement, exactement. Le vivant, c'est pas juste les organismes biologiques que vous voyez là. Le vivant, c'est également toute la végétation. C'est toutes les plantes ici qui peuvent être... Donc c'est tout le monde animal, végétal versus le monde minéral. Donc les plantes en font partie aussi, évidemment. Mais c'est pas tout. A-t-on fait le tour de la question? Non, merci. Il y a ce qu'on voit, mais il y a ce qu'on ne voit pas avec nos yeux. Il y a tout le monde du micro-vivant, des micro-organismes ici. En fait, ici, cette image, elle grouille de vie. Et ça, c'est vraiment une spécificité qui est difficile à imaginer. Regardez tout ce qu'on a identifié ici comme organismes vivants. Si on fait un peu la synthèse, mais ils n'ont vraiment rien à voir. Comment est-ce qu'on sait que tout ça, ils font partie du même règne vivant et pas du monde minéral? Qu'est-ce qui est le point commun entre cette petite grenouille bien cachée, les plantes autour, les bactéries ici qui sont à la surface du sol? Qu'est-ce qui va définir le vivant? Eh bien, on voit qu'à l'échelle finalement macroscopique, à l'échelle, ou même microscopique ici, en regardant les microbes, on ne va pas pouvoir trouver la réponse. Il faut trouver une autre échelle. Le vivant n'est pas si facile que ça à définir, à généraliser. Eh bien, cette autre échelle, c'est l'échelle microscopique, justement, donc encore plus petit que les microbes. De quoi sont composés ces microbes, mais aussi les feuilles, mais aussi les mains de mes petits-enfants et la grenouille cachée sur la figure, sur la photo? Eh bien, tous ces êtres vivants ici sont composés de cellules. Elle est là, l'unité du vivant. Ils fonctionnent tous de la même manière, ils sont tous composés. Ici, je l'ai représenté schématiquement. Qu'est-ce que c'est qu'une cellule qu'on retrouve dans tous les êtres vivants? Eh bien, c'est ici cette entité qui se sépare du reste du monde, de l'extérieur, grâce à cette membrane ici, dite membrane plasmique, on reviendra dessus après, qui le sépare donc du monde extérieur. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On trouve ce qu'on appelle d'abord ici ce liquide, ici le cytoplasme, qui est composé évidemment de beaucoup d'eau, mais également de molécules chimiques assez complexes, on reviendra dessus après, mais toujours les mêmes, donc des enzymes qui permettent d'assurer toutes les réactions chimiques au sein de la cellule, et également des ribosomes qui permettent la synthèse de toutes les protéines nécessaires pour la fabrication de notre matériel protéinique. Et puis si on continue à regarder ici, on voit qu'à l'intérieur de ces cellules, eh bien, on a également une entité qui s'appelle le noyau. À l'intérieur du noyau, il y a quelque chose de très intéressant, il y a tout notre programme génétique qui va se traduire par les brins d'ADN. Tous les êtres vivants, la petite grenouille, les feuilles et puis les bactéries vont être composées de ces cellules. On a trouvé notre unité du vivant. Et si je regarde avec mon regard de chimiste maintenant, ces différents éléments, eh bien moi je vais pouvoir définir, vous aussi, nous ensemble, on va pouvoir définir ce que sont ces briques du vivant du point de vue de la chimie ici du vivant. Donc on voit ici, on a dit un élément essentiel à l'intérieur ici, c'est bien sûr l'eau. On commence par ça, très important. Mais également, vous voyez ici des molécules un petit peu plus compliquées, mais finalement ce sont toutes toujours les mêmes. La famille des protéines, qu'on retrouve dans les enzymes, mais également dans les ribosomes. Les lipides, et puis qui servent à faire ici la membrane plasmique, et puis ce qu'on appelle les acides nucléiques, donc ARN, acide ribonucléique, ou ADN, acide désoxyribonucléique, mais en tout cas les acides nucléiques. On revient dessus juste après, vous inquiétez pas. Mais voilà quelles sont les briques fondamentales ici qui vont permettre de composer tous les éléments du vivant sur la Terre. Donc en conclusion, voilà un tout petit résumé de ce qu'on vient de voir. C'est ça qu'on va regarder par la suite, qu'on va essayer de comprendre pour voir comment tous ces matériaux ont pu se construire pour permettre l'émergence du vivant et la construction du vivant.
Donc, on retient de l'eau et ces briques du vivant. On va regarder après un peu plus en détail à quoi ressemblent les protéines, les lipides, les acides nucléiques. Alors l'eau d'abord. Je suis chimiste pour la planétologie, donc moi ce qui m'intéresse, c'est trouver ces conditions d'émergence du vivant, ces conditions favorables au vivant tel qu'on le connaît sur Terre. Et donc on a bien vu à l'intérieur de ces cellules, il nous faut de l'eau liquide, il nous faut de l'eau. Donc ça va nous amener à définir ce qu'on appelle la zone habitable. C'est pour ça tout à l'heure que je vous ai questionné sur est-ce qu'il nous faut de l'eau pour l'émergence du vivant. C'est pour ça que je ne voulais pas répondre tout de suite. Vous avez vu, attention, pour l'émergence du vivant, il ne nous faut pas que de l'eau, bien sûr, il nous faut aussi toutes les autres briques du vivant dont on a parlé. Mais ce n'est pas tout, il y a un petit niveau de difficulté en plus, c'est que l'eau, on en a déjà parlé, on a vu que les lacs à la surface de Titan, ils étaient peut-être liquides, mais ce n'était pas de l'eau. Ces grandes étendues liquides, ce n'est pas nécessairement de l'eau. Or, ce qu'il nous faut, ça va être, comme ici sur Terre, de l'eau liquide, et c'est ça qui va nous définir la zone habitable des planètes dans le système solaire, mais également les exoplanètes, on en parlera un peu après aussi. Donc, qu'est-ce que ça va être que cette zone habitable? Alors, commençons par un petit point. Est-ce que l'eau, première chose, c'est une denrée rare dans l'univers? Pas du tout. L'eau, on en trouve énormément. Si on regarde les éléments dans l'univers, ils sont synthétisés par tout ce qui est nucléosynthèse dans les étoiles. Et en fait, fabriquer de l'hydrogène et fabriquer de l'oxygène, ça fait partie des premières étapes. C'est le plus simple, entre guillemets. Donc ça fait partie des éléments les plus abondants. Donc de l'eau, il y en a énormément. Énormément partout dans l'univers. Et si vous regardez ici, par exemple, un objet moi, que j'aime beaucoup, qui est, je vous avais parlé de la Lune qui est Titan autour de Saturne. Saturne a plein d'autres lunes. Et bien parmi elles, il y a également ce petit objet ici en Célade qui fait à peu près, c'est un petit objet, hein, il fait 500 km de diamètre à peu près. Et bien regardez, c'est une boule de glace ici, hein, c'est vraiment une grande patinoire. Donc en fait, on a ici un objet qui a plein d'eau. Mais est-ce que c'est de l'eau liquide? Non, ici c'est de l'eau, on est comme pour Titan, on est à 10 unités astronomiques, donc 10 fois plus loin du Soleil que la Terre, il fait extrêmement froid, là on n'a pas d'eau liquide à la surface. Alors je disais qu'il était intéressant malgré tout parce qu'il se trouve que sous cette croûte de glace, il semblerait qu'il y a peut-être un océan liquide, mais il n'est pas à la surface, il est protégé sous cette croûte. Mais on n'a pas le temps de parler de tout, donc je ne reviendrai pas tellement dessus après. En tout cas, tout ça pour dire que l'eau est très abondante, mais par contre, la plupart du temps, dans le système solaire et au-delà, dans l'univers, on va le trouver sous forme de glace ou de vapeur, donc sous forme gazeuse ou solide. Qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut de l'eau liquide. Alors, j'avais oublié de revenir ici sur cet aspect très abondant. Je disais, il y en a partout. La Terre, on se dit que c'est formidable, c'est notre planète. Quand on la regarde, on dit que c'est la planète bleue. Est-ce qu'il y a tant d'eau que ça dessus? Finalement, pas tant que ça. Regardez ici cette comparaison que je vous ai reportée. Vous avez la Terre représentée avec son contenu en eau, représenté symboliquement. Et à côté, j'ai placé encore une autre lune du système solaire. Cette fois, c'est la lune qui s'appelle Europe, qui est autour de Jupiter cette fois. Donc Jupiter aussi a plein de lunes, et parmi elles, la lune Europe, qui est aussi très intéressante, mais à nouveau, c'est une boule de glace, un peu comme en Célade tout à l'heure. Donc il y a énormément d'eau. Et si je fais la comparaison de la quantité d'eau sur ce petit objet qui est Europe par rapport à toute l'eau qui est sur notre planète Terre, vous voyez qu'il y en a plus sur ce petit objet qu'Europe que sur Terre. Donc de l'eau sur Terre, c'est bien, on en a, mais pas tant que ça. Par contre, qu'est-ce qui est exceptionnel sur Terre, contrairement à tous les objets que je vous ai montrés, c'est qu'elle est en zone dite habitable. Sur Terre, on a bien de l'eau à l'état liquide, ni glace, ni vapeur, enfin un peu les deux bien sûr, hein. On trouve de la glace, on trouve de la vapeur, mais on trouve beaucoup d'eau liquide. Ça m'amène à vous définir ici ce qu'on appelle la zone habitable dans le système solaire. C'est cette zone vraiment géographique qui correspond à une certaine distance de notre Soleil ici. Donc je vous ai représenté le Soleil, le système solaire avec ici en unité de distance l'éloignement par rapport au Soleil, reporté en unité astronomique. Unité astronomique, juste pour rappel, c'est la distance Soleil-Terre. Donc vous voyez que la Terre ici se trouve à 1 unité astronomique, tout va bien.
Et vous voyez, comme on avait dit tout à l'heure, que Saturne est à peu près à 10 unités astronomiques. Donc voilà notre système solaire, voilà notre Soleil. Où est la zone dite habitable? Elle est ici, c'est la zone verte. Qu'est-ce qui est dans la zone habitable dans notre système solaire? Eh bien, il n'y a que la Terre. Si je regarde un peu plus à gauche, Vénus et Mercure, on se rapproche du Soleil, il fait plus chaud. Sous quelle forme va être l'eau? Plus sous forme liquide, mais sous forme vapeur, sous forme gaz. Donc il se trouve que sur Vénus, il y a sans doute eu beaucoup d'eau initialement, au moins comme sur la Terre, mais elle s'est évaporée et elle s'est en fait échappée. Il n'y a quasiment plus d'eau sur Vénus aujourd'hui, il y en a très très peu. Et en tout cas, pas du tout liquide. Et Mercure, c'est encore moins intéressant, enfin, de ce point de vue-là, pardon, c'est vraiment un caillou sans eau du tout. Alors, je continue au-delà. Par contre, si je m'éloigne du Soleil, cette fois, il va faire de plus en plus froid. Et là, il va faire trop froid pour que l'eau puisse se maintenir à l'état liquide à la surface. Et donc, on va avoir de l'eau, certes, on a vu, beaucoup, beaucoup d'eau, mais sous forme de glace uniquement, sous forme solide, pas d'eau liquide. Donc la zone habitable, vous voyez, dans le système solaire, c'est ça qui est le bien le plus précieux dont on dispose sur Terre. On a des planètes adjacentes, on a Vénus et Mars qui sont vraiment pas très loin de nous, mais il n'y a que la Terre qui est dans la zone habitable du système solaire. C'est ça qui fait vraiment son unicité. Vous avez sans doute entendu parler de zones habitables également dans la quête des exoplanètes. Donc évidemment, recherche de vie, on essaie de détecter s'il pourrait y avoir émergence du vivant ou s'il y a des formes vivantes sur d'autres planètes que celles de notre système solaire. Donc qu'est-ce que c'est qu'une exoplanète? C'est une planète qui est dans un système de planètes qui vont orbiter autour d'une autre étoile que le Soleil. Donc ici, des exoplanètes, c'est des planètes en dehors du système solaire, mais qui tournent autour d'une étoile. Eh bien, ici, je vous ai reporté cette notion de zone habitable, mais également, donc on retrouve notre système solaire autour du Soleil ici. Vous voyez nos planètes, la Terre qui est dans la zone habitable de notre système solaire. Et vous voyez ici d'autres types d'étoiles représentées, plus ou moins massives. Donc plus elle est massive, plus en fait sa luminosité va être forte. Et donc plus elle va chauffer le reste de son système ici planétaire autour. Donc vous voyez que la zone habitable, si la planète est plus massive, plus brillante, et bien la zone habitable s'éloigne de l'étoile. A l'inverse, si on regarde des étoiles moins massives, moins donc brillantes, vous voyez que la zone habitable se rapproche de l'étoile. Donc vous avez ici cette zone habitable qui se déplace en fonction de l'étoile qui va être l'étoile dite haute de ce système planétaire. Eh bien regardez où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est juste un exemple. On détecte tous les jours, vous entendez parler de plein de détections d'exoplanètes, mais ça peut être des planètes un petit peu bizarres. Et ici, ce que je vous ai représenté, c'est justement, il y en a assez peu en fait, des planètes qu'on ait détectées qui soient dans la zone habitable de leur planète. Je vous ai représenté quelques exemples. On en a environ 10 suspicions pour l'instant sur les milliers d'exoplanètes qu'on a détectées. Il y en a environ une dizaine, on sait qu'elles pourraient être dans la zone habitable de leur planète. Alors, quels sont les instruments qui permettent de le faire? Vous entendez peut-être ces noms-là, donc je vous les ai représentés ici. Vous avez par exemple, plusieurs types d'instruments qui permettent de détecter ces exoplanètes. Vous avez des télescopes spatiaux, donc on envoie des télescopes dans l'espace pour s'affranchir par exemple, de tout ce qui est contamination atmosphérique terrestre. C'est plus facile pour avoir des observations plus propres, plus précises. Et donc, on a énormément, par exemple, de résultats sur exoplanètes qui ont été donnés par le télescope spatial Kepler. Donc, vous avez certainement entendu parler de Kepler comme télescope. Eh bien, vous voyez, Kepler ici a permis de détecter deux étoiles, l'étoile Kepler 62 et l'étoile Kepler 186, qui possèdent des planètes. Donc ici, Kepler a permis de détecter autour de ces deux étoiles ici des systèmes de planètes. Et parmi ces systèmes de planètes, vous voyez pour Kepler 62 et Kepler 186 la détection de deux planètes dans la zone habitable de ces étoiles. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'eau liquide? Non, ça veut juste dire qu'elles sont dans la zone habitable. Donc s'il y a de l'eau, elle pourrait être liquide.
Et encore plus, et un système très amusant qui cette fois a été détecté, vous avez peut-être entendu parler du système TRAPPIST. Donc TRAPPIST, ce sont 2 télescopes cette fois au sol, pas dans l'espace, un télescope au Chili, un télescope au Maroc. Et les deux combinés, les mesures combinées de ces 2 télescopes au sol, ont permis de détecter le système TRAPPIST-1, c'est le nom de l'étoile ici, qui est une petite étoile, on a dit une naine brune ici, donc très peu lumineuse, peu massive, donc beaucoup plus froide en fait. Vous voyez que où est sa zone habitable? Elle est en fait très très proche de l'étoile. Ici, vous voyez que la zone habitable, elle se retrouve au niveau de Mercure dans notre système solaire. Et alors, chose incroyable, pour ce système ici de TRAPPIST-1, on a détecté 7 planètes. 7 planètes qui sont à l'intérieur ici de l'orbite, l'équivalent de l'orbite de Mercure. Donc entre Mercure et le Soleil, il faut imaginer qu'il y a 7 planètes qui sont presque accolées. En fait, elles sont vraiment très très proches. Et parmi ces 7 planètes, eh bien, il y en a 3 qui potentiellement sont dans la zone habitable de cette étoile, et donc où potentiellement, s'il y a de l'eau, elle pourrait être liquide. Donc ça, c'est des objets absolument fascinants, mais on ne sait pas, encore une fois, s'il y a de l'eau. Continuons sur cette notion de habitabilité. Je vous ai dit tout à l'heure que sur Mars, je vous ai dit tout à l'heure que dans notre système solaire, il n'y avait que la Terre qui était dans la zone habitable du système solaire. C'est vrai, je ne vous ai pas dit de bêtises. Mais par contre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous avez vu avec le transparent d'avant qu'en fonction de la masse de l'étoile, eh bien, sa luminosité était différente et que du coup la zone habitable pouvait changer. Eh bien, il faut imaginer que notre Soleil, avec ses 4,5 milliards d'années d'existence, notre Soleil aussi, en fait, il a pu évoluer. Et donc, beaucoup plus tôt dans son histoire, autour de 4 milliards d'années, il était en fait beaucoup plus chaud, beaucoup plus lumineux qu'aujourd'hui. La luminosité s'est un petit peu atténuée. Donc, où se trouvait sa zone habitable? Elle a changé. Sa zone habitable, vu qu'il était plus chaud, elle était où? Elle était un peu plus loin. Elle était un peu décalée par rapport à la zone habitable d'aujourd'hui. Et donc, Mars est quand même pas loin de nous. Mars, je ne vous le dis pas tout de suite, vous allez voir après, mais il se trouve que Mars, eh bien peut-être, a pu être dans la zone habitable du système solaire primitif. Eh bien oui. On voit aujourd'hui sur Mars énormément d'indices géologiques qui nous montrent que l'eau a coulé à la surface de Mars. Je vous en ai mis un vraiment très ici représentatif. Je vous ai comparé ici un réseau de rivières asséchées sur Terre, ici vu au Yémen. Et à la même échelle géographique, regardez ici le réseau qu'on a observé sur Mars. On trouve des réseaux de rivières asséchées. Donc là, c'est un joli cliché que je vous ai montré, mais il y a plein d'autres indices scientifiques. On trouve aussi des preuves de dépôts de sédiments, on trouve des argiles dans certaines zones. On trouve également des dépôts lacustres. On voit vraiment, on a plein de preuves. On sait aujourd'hui que l'eau a coulé et coulé en abondance à la surface de Mars il y a 4 milliards d'années. Donc le climat martien a changé. Aujourd'hui, c'est sec, froid, aride. Sur Mars, on peut imaginer qu'il y avait presque une époque amazonienne, douce et humide, il y a 4 milliards d'années. Donc on n'est pas là, personne ne l'a connu entre nous. Hop. En conclusion, sur la recherche de l'eau liquide dans les systèmes planétaires, on fait une toute petite pause avant de regarder juste après les autres briques du vivant. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la zone habitable? On voit que c'est une notion très importante. On voit que pour le système solaire aujourd'hui, on a une denrée très précieuse sur la Terre. C'est le seul objet dans la zone habitable du système solaire aujourd'hui. Dans le système solaire passé, on voit que Mars l'a été, mais il ne l'est plus. Et dans les autres systèmes, si vous entendez parler de zone habitable, maintenant vous savez précisément ce que ça veut dire. On recherche, c'est vraiment une motivation très forte de la communauté scientifique, on essaie de trouver des exoplanètes dans la zone habitable de leur étoile hôte. Évidemment, on a vu que cette zone habitable, elle allait dépendre de l'étoile en fonction de sa masse, sa luminosité. Et donc, on retiendra de ça que plus l'étoile est grosse, massive et brillante, plus la zone habitable s'éloigne en distance de l'étoile. On continue sur les autres briques du vivant. Ah non, avant, je voulais vous faire un tout petit attention aux couvertures médiatiques scientifiques. Alors, les journalistes font en général très bien leur travail, mais évidemment, il faut être un petit peu appétissant dans leurs articles. Ce qui fait que, regardez le genre de titre qu'on trouve, il n'y a rien de faux, mais c'est juste vous, soyez sensibilisés au fait de ne pas non plus trop s'emballer.
Vous voyez, quand on parle des exoplanètes, donc, comme je vous disais, qu'on recherche dans la zone habitable, on peut trouver des titres un peu racoleurs comme ça. Les exoplanètes les plus proches de nous pourraient abriter la vie. On n'en est pas là du tout. On en est à chercher, encore une fois, des planètes dans la zone habitable de leur étoile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a même pas la preuve qu'il y a de l'eau liquide. Alors évidemment, on n'en est pas parlé de la vie. Hein. Personne, quand vous voyez ce genre d'article, la communauté scientifique ne dit absolument pas qu'on a trouvé la vie ailleurs. On commence juste à trouver des exoplanètes, quelques-unes dans la zone habitable de leur étoile. Voilà. Passons aux autres briques du vivant. Qu'est-ce que c'est que ces molécules dont on a parlé tout à l'heure, à savoir ici des protéines, des lipides et des acides nucléiques, du point de vue des chimistes? Alors, je vais commencer par, ici, la première chose dont je vous avais parlé, à savoir ici cette membrane qui va isoler la cellule du monde extérieur. Qu'est-ce que c'est que ces membranes ici? Je vous avais dit tout à l'heure, ce sont des lipides. Alors, on va regarder rapidement. Qu'est-ce que c'est, plus précisément, que ces lipides dont on parle dans le langage courant? Les lipides, on utilise aussi les termes de graisse, par exemple. Tout est un peu mélangé. On parle de lipides, de graisse, etc. D'acides gras. Bon, voyons un peu plus en détail les termes de vocabulaire. Voilà ici ce qu'est un lipide, grossièrement. Vous avez ici une tête, ici cette grosse boule bleue correspondant à une partie bien spécifique de cette molécule, qui, elle, va adorer l'eau. On dit qu'elle est hydrophile. Donc c'est vraiment quelque chose qui va avoir beaucoup d'interactions possibles, qui va vouloir aller créer des liaisons avec l'eau. Et derrière, donc, on va regarder déjà un peu en détail à quoi est-ce qu'elle peut ressembler. Pourquoi est-ce qu'on parle de phospholipides pour ces membranes ici lipidiques? Eh bien, regardez ce qu'on trouve dedans. On ne va pas s'attarder trop, mais on voit en particulier ici, dans ce gros ensemble ici, avec carbone, 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 oxygène, phosphore, oxygène, carbone, carbone, azote, CH2. Vous voyez ici cet élément qui est surligné en bleu. On appelle ça une tête phosphate, un groupement phosphate. Eh bien, ce groupement phosphate, si vous avez de bons yeux, vous voyez l'oxygène, il a une charge dessus, une charge négative. C'est oxygène moins. Cette tête phosphate chargée, effectivement, elle a des interactions très fortes avec l'eau qui aime beaucoup les espèces chargées. Donc ici, cette tête phosphate, donc j'en profite pour souligner que vous voyez que phosphate, on entend phosphore dedans. Il y a du phosphore comme élément, comme atome dans ces têtes ici hydrophiles qui composent les lipides et qui correspondent à ces petites têtes bleues qu'on voit là. Et si je regarde maintenant plus en détail ce que c'est que ces deux grandes ficelles là, ces deux grands spaghettis gris, on a le détail chimique ici qui est expliqué. Eh bien, ce sont des grandes chaînes d'enchaînement ici de carbone. Vous voyez un grand, on dit squelette carboné, qui va être lié à plein d'hydrogène. Il faut bien compléter avec quelque chose. Mais ce qui est important, c'est que ça fait des longues chaînes ici. Et ces longues chaînes, est-ce qu'on voit des charges dessus? Non. Et il se trouve que le carbone et l'hydrogène, ce n'est pas particulièrement des éléments qui ont beaucoup d'interactions directement avec l'eau. Ce sont des choses qui sont au contraire plutôt hydrophobes. Et donc ces longues chaînes, ici on les appelle également des acides gras, terme que vous avez déjà entendu certainement. Pourquoi est-ce qu'on dit acide? Alors le côté gras, c'est la longue chaîne. Et le côté acide, c'est ici le petit élément qui est là, à savoir le carbone lié avec deux oxygènes ici. Donc acide gras parce que acide et puis longue chaîne ici de carbone. Donc voilà ce qu'est ici ce phospholipide et comment est-ce qu'il va créer ces membranes. C'est miraculeux, hein, c'est vraiment extraordinaire comme phénomène. Eh bien, vous avez ici, comme ils aiment beaucoup l'eau, eh bien, ils vont s'arranger pour, eux, optimiser l'interface avec l'eau. C'est eux qui aiment, alors qu'au contraire, les longues chaînes, elles n'aiment pas du tout l'eau, elles veulent l'éviter. Donc ils se réarrangent géométriquement, quand il est dans l'eau, pour essayer de mettre à l'interface de l'eau les têtes hydrophiles, et au contraire, protéger ici ces longues chaînes au milieu qui ne veulent pas du tout avoir d'interaction avec l'eau. Donc vous voyez que naturellement ici, il va y avoir une organisation optimisée, optimale, qui se crée pour ici isoler en fait ces longues chaînes au milieu du milieu environnant de l'eau de part et d'autre. Je dis de part et d'autre, puisque là on est en train d'imaginer la création, enfin la formation de la vie dans les océans. Donc vous avez l'intérieur de la cellule avec son liquide là, cytoplasmique, et puis vous avez de l'autre côté le reste des océans. Donc vous avez votre membrane ici qui permet de maximiser ces interactions avec l'eau de part et d'autre, et au milieu d'avoir quelque chose au contraire qui va le repousser.
c'est pas quelque chose, donc ça fait une interface, mais c'est une interface qui est quand même légèrement poreuse, c'est pas quelque chose qui est complètement bloquant, ce qui fait que ça va permettre des échanges également entre les deux milieux. Il peut y avoir des échanges d'eau, il peut y avoir aussi des échanges de petites molécules. Donc voilà ici notre lipide. Maintenant, on n'oublie pas qu'on avait encore deux choses à regarder. On a les protéines. À quoi ressemblent les protéines? Donc les protéines, dans le langage courant, c'est à ça qu'on pense, j'imagine. À nouveau, je vais changer d'échelle. Je vais regarder à l'échelle chimique à quoi ça ressemble. À l'échelle du coup microscopique, eh bien, tout ça, ça a l'air très différent, mais si je regarde à l'échelle microscopique, eh bien, dans tous les cas, ce sont des longues chaînes chimiques. Cette fois, ce n'est pas comme les lipides tout à l'heure, c'est plus compliqué que ça, ce n'est pas juste des CH, 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 CH. Ça va être des longues chaînes, dit des polymères, puisque ça va être l'enchaînement, poly, de plusieurs molécules mères, on va dire. Et ces molécules mères, ce sont les acides aminés, comme on va le voir après. Donc c'est des enchaînements d'acides aminés qui vont s'arranger pour faire ces longues fibres qui peuvent s'arranger. Donc vous voyez plein de longues fibres ici, qui peuvent s'arranger sous forme de feuillets, d'hélices, de boucles. Mais dans tous les cas, ce sont des longs enchaînements polymériques d'acides aminés. Donc on continue notre investigation. Ces grosses protéines, on sait que c'est des combinaisons d'acides aminés. Si je regarde, qu'est-ce que c'est qu'un acide aminé? Un acide aminé, c'est très simple. C'est toujours comme ça. On a un carbone central ici. Et à gauche ici, il a ce qu'on appelle une fonction amine avec un azote. Donc on a l'acide aminé. Donc voici la fonction amine. Et donc il nous manque la fonction acide. Elle est ici. C'est l'acide carboxylique. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la COO, et puis donc COH pour avoir la formule complète. Donc voilà notre acide aminé. J'utilise le terme au pluriel. Ça veut bien dire qu'il y a plein d'acides aminés possibles. Où sont les pleins? Ils sont cachés dans le bout bleu, là. Tout ça, c'est toujours vrai dans tous les acides aminés. Par contre, le R, ça veut dire n'importe quoi. Ça veut dire ça peut être plein de choses, plein d'organisations différentes, d'éléments, d'atomes les uns avec les autres. Donc, c'est vraiment quelque chose de très très large, les acides aminés. Mais, si je regarde un petit peu plus près le vivant, eh bien, de toutes les possibilités qu'on peut imaginer, eh bien, le vivant, lui, il n'en utilise que 20. Qui sont représentés là. On ne va pas rentrer dans le détail, mais croyez-moi sur parole, vous avez enfin, un tableau 5 sur 4, ça fait 20 acides aminés. Et c'est tout. Pourquoi? On ne sait pas. Ça fait partie des grandes questions. On cherche, il y a pas mal de collègues chimistes qui travaillent sur pourquoi la sélection par le vivant de ces 20 acides aminés et pas d'autres. Bon, ce qu'on peut voir, nous, en regardant un petit peu, c'est que bon, il y a différents types. On voit notamment que les chaînes peuvent être plus ou moins longues. Il peut y avoir des cycles. Et ce que je voulais vous montrer avant de passer au sujet suivant, c'est également dans ces acides aminés, là, dans ces R là, qui sont utilisés par le vivant. Eh bien, ici, je vous ai souligné le fait que, il y avait le soufre qui pouvait intervenir. On n'en avait pas parlé encore, on avait parlé du phosphore, mais il y a aussi le soufre qui est utilisé par le vivant. C'est un élément également important pour l'émergence de la vie. Dernière chose, les acides nucléiques. Qu'est-ce que c'est qu'un acide nucléique? Donc ici, je vous ai représenté un petit bout d'ADN schématiquement. Alors, commençons déjà. Donc vous savez, c'est une double hélice. Donc là, on est en train de regarder. Ce qu'on voit ici, c'est mis à plat les deux hélices. Vous avez les deux grandes barres de l'échelle. Et si je regarde ces barres d'échelle, vous voyez que c'est un peu systématique, c'est toujours pareil. Vous avez ici un petit morceau qui s'appelle un ose, c'est-à-dire un sucre, avec ici ce cycle à 5 atomes. Il y a 4 ici carbone, 1 oxygène, et puis un petit carbone adjacent. Donc ça constitue un sucre. Donc il faut des sucres. Sucre, vous pensez glucides aussi. On voit qu'il y a besoin de sucre également pour les acides nucléiques. Et puis, on retrouve ici nos petites têtes phosphates dont on avait parlé tout à l'heure avec les phospholipides. Donc là, à nouveau, on se rend compte qu'on a besoin de phosphore. Et puis, c'est des répétitions systématiques. Voilà nos grands brins d'ADN, ça c'est très simple. Des phosphates, des sucres, des phosphates, des sucres, des phosphates, des sucres. Je continue et je regarde ce qu'il y a au milieu. Qu'est-ce que c'est que les barreaux de l'échelle ici? Eh bien là également, ça fait partie des choses qui sont extrêmement intéressantes, mais aussi surprenantes. Le vivant, pour ces barreaux d'échelle ici, n'utilise que 4 molécules
ici, qu'on appelle les bases azotées de l'ADN. Et ces 4 molécules, ce sont donc la thymine, la cytosine, l'adénine, la guanine, que vous avez déjà vu peut-être dans vos cours de biologie symbolisées par T, C, A, G, leurs petites lettres. Et puis, si vous vous souvenez bien, on voyait qu'il y avait des combinaisons, mais les combinaisons, il n'y en avait pas tant que ça, c'était toujours 2 lettres ensemble. Eh bien oui, il y a un système, en fait, c'est très intéressant, il y a un système de clés-serrures avec ces bases azotées. Elles vont 2 par 2, c'est-à-dire que si sur un barreau d'échelle, j'ai ici, par exemple, je vais prendre ici la guanine, et bien sur l'autre barreau d'échelle en face, il ne peut y avoir que la cytosine. Si on regarde ici, ça se voit bien, hein, il y a vraiment une complémentarité géométrique qui fait qu'on a des interactions faibles qui peuvent se faire, où les atomes ici sont pile en face, et c'est ça qui fait que ça fait une liaison forte et faible à la fois, à savoir que ce n'est pas une vraie liaison chimique comme au sein ici de la guanine, mais on a une interaction forte qui fait que les deux molécules viennent se mettre l'une en face de l'autre. Et idem, vous voyez qu'il y a une complémentarité ici entre le rose et le vert, c'est-à-dire entre la thymine et l'adénine. Toujours ici, on a cette complémentarité. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Beaucoup de questions non résolues, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ça sur ici ces briques du vivant? Donc, on a dit qu'on allait parler de chimie organique. Hein, vous avez déjà vu beaucoup de carbone, mais pas que. Vous voyez que pour le vivant, on a également parlé des acides aminés, on avait vu beaucoup d'azote. On avait parlé également d'acide carboxylique, on voyait qu'il y avait beaucoup d'oxygène, donc c'est du carbone, de l'azote, de l'oxygène. Et c'est pas tout, vous vous souvenez, on a vu ensemble que dans les acides aminés, on avait vu que le vivant utilisait du soufre aussi. Et si je continue, on a vu pas mal de têtes phosphates à plusieurs endroits. On en a vu sur les brins d'ADN et on en a vu également sur les têtes hydrophobes des phospholipides. Donc il faut du phosphore aussi. Donc la chimie organique à laquelle on va s'intéresser dans le système solaire pour essayer de comprendre l'émergence du vivant sur Terre, ça va être également donc, la recherche de l'eau dans la zone habitable comme on a dit, mais également la recherche de chimie organique riche, pas que de la chimie du carbone, qui va aussi impliquer de l'azote, de l'oxygène, du soufre, du phosphore. Alors, maintenant, comme on s'était posé la question de la recherche de l'eau sur les autres planètes du système solaire et au-delà, on va se poser la même question sur ces briques du vivant. Quelles sont les origines de ces différentes molécules sur les autres planètes, enfin sur la Terre pour commencer? Alors pour ça, il faut essayer de commencer à voir un petit peu comment de ces molécules assez complexes, de cette cellule vivante avec les enzymes, avec tout ce qu'on a vu déjà, de quoi on part? Comment est-ce qu'on peut arriver vers cette chaîne de complexité? Et donc c'est un travail qui est assez compliqué, mais assez intéressant. On voit qu'on peut avoir 2 approches différentes. On peut avoir l'approche du biologiste, à savoir regarder la cellule, essayer de trouver la cellule la plus simple possible, remonter vraiment dans l'histoire du vivant en cherchant les cellules vivantes les plus simples qui auraient pu être les plus primitives, pour essayer de faire le pont avec l'étape d'avant, à savoir avant le vivant, pour faire cette molécule la plus simple. De quel type de polymère, de quel type de matériau, pourquoi est-ce qu'il a sélectionné les 20 acides aminés dont on a parlé, pourquoi est-ce qu'il a sélectionné les 4 bases pour l'ADN, etc. Donc il y a cet aspect, je prends le plus compliqué et j'essaie de voir comment aller vers du plus simple. Il y a cette transition-là, donc ça c'est plutôt l'approche des biologistes. Et après, il y a l'approche des chimistes qui est au contraire de voir comment du plus simple, on va pouvoir au fur et à mesure complexifier la matière chimique, la matière organique. Donc je vous avais dit tout à l'heure que les éléments ils étaient formés par nucléosynthèse dans les étoiles, donc on part vraiment du plus simple, voilà ce qui est disponible, on a ces éléments. Et puis ces éléments, ces atomes, ils ne restent pas tout seuls, il y a des réorganisations, et là on observe des molécules déjà, enfin ce qu'on appelle des molécules, c'est-à-dire des réarrangements ici de ces atomes, qu'on observe également dans la formation des systèmes planétaires. Donc, on va aller regarder par exemple des nébuleuses, donc avec une étoile avec autour un nuage de poussière dans lequel des systèmes planétaires peuvent être en formation. Et là-dedans, si on regarde à distance avec des télescopes, on voit ce type de petites molécules. On voit de l'eau, on voit du méthane, on voit de l'ammoniac, on voit du cyanure d'hydrogène, du SO2, de la phosphine. Donc voilà, ces petites molécules, faut expliquer comment elles se forment, mais on voit que c'est une matière disponible pour après aller vers l'étape d'après de la complexification.
à savoir comment passer de ces molécules simples vers des molécules déjà un petit peu plus compliquées, et notamment sélectionnées. Encore une fois, ce n'est pas tout qui est utilisé par le vivant. Donc là, comment passer de ces petites molécules simples aux acides aminés, aux bases azotées, aux glucides, ce qu'on a vu. Et après, une fois qu'on a ces molécules dites moyennes, comment les combiner, comment faire ces grands polymères, ces grandes structures qui nous permettent d'aller jusqu'à cette étape ici des protéines, des acides nucléiques avant le vivant. Donc tout ce qui est chimie prébiotique, pour les chimistes, ce qui nous intéresse, ce sont ces étapes-là. C'est assez large. Il y a à la fois déjà des petites molécules, comment passer aux molécules moyennes et comment des molécules moyennes passer aux polymères. Ça, c'est vraiment notre travail de chimiste dans les laboratoires. Donc moi, c'est surtout là-dessus que je vais vous montrer des choses après. Alors, sur la Terre primitive, quelles sont les grandes hypothèses de sources de matériaux organiques? Comment est-ce qu'on a pu amener le carbone et ces molécules sur la Terre aujourd'hui pour avoir eu l'émergence du vivant? Donc pour ça, c'est à peu près clair aujourd'hui. Il se trouve que le contenu, ce qui est arrivé sur Terre, n'était pas là initialement, puisqu'en fait la Terre au départ était trop chaude, donc elle n'a pas pu retenir ces éléments les plus légers, elle n'a pas pu retenir l'eau. Au tout début, il y a eu une phase où c'était vraiment très sec. C'est pas primitif, toutes ces petites molécules, légères en tout cas, sur la Terre primitive. On sait que ce qui l'a reconstitué au fur et à mesure, cet apport de volatiles, vient de l'extérieur. En fait, toute la matière organique qui nous sert à nous aujourd'hui vient de l'extérieur du système solaire. C'est pour ça que vous entendez parfois des termes du type on est tous des poussières d'étoiles. On est effectivement, tout le matériau qui nous constitue vient de l'extérieur de la Terre. Et quel est cet apport? Eh bien, il est par les météorites. Les météorites ont notamment, au début de la formation du système solaire, il y a une grande phase de bombardement où il y a énormément de météorites qui ont apporté de la matière organique sur la Terre. C'est la source, c'est à peu près clair. Par contre, est-ce qu'elle est restée native? Est-ce qu'elle est restée disponible sous la forme de matière organique complexe? C'est beaucoup moins sûr, puisque au moment justement de la formation de la Terre au début, elle était très très chaude, ce qui fait qu'en fait, ces météorites, elles étaient pulvérisées, et toute la complexité que pouvait y avoir, elle s'est dégradée, elle s'est simplifiée. On a gardé le carbone, on a gardé l'azote, mais il fallait tout reconstruire. Et c'est pour ça que j'étudie ça, c'est regarder comment reconstruire de la complexité une fois que ce carbone est revenu, comment, en repartant de zéro, comment reconstruire de la complexité, et en particulier pour ce qui me concerne dans les atmosphères planétaires. Donc je continue. Il y a également beaucoup d'équipes qui travaillent, mais là c'est plutôt des biologistes, sur la fabrique de matières organiques complexes au niveau des sources hydrothermales. C'est des objets qui sont particulièrement intéressants, puisque ce sont des lieux, donc ici c'est ce qu'on appelle les fumeurs noirs, mais il y a aussi des fumeurs grises. Ce sont des endroits où on a des conditions assez extrêmes. Il fait vraiment très chaud ou très acide, très salé, des choses qui sont vraiment des conditions qui ont l'air d'être assez difficiles pour le vivant. Eh bien non, on peut imaginer que le vivant il a pu s'adapter à des conditions vraiment extrêmes, puisqu'autour de ces systèmes-là, on trouve des populations microscopiques vraiment très importantes. C'est ce qui s'appelle les micro-organismes extrémophiles. Mais du point de vue de la chimie prébiotique, on ne pense pas que la transition, en tout cas des petites molécules vers les plus grosses molécules, s'est passée ici. Il y a vraiment une rupture qui a besoin d'être faite pour passer du non-vivant au vivant. Il faut vraiment des processus irréversibles, c'est-à-dire il faut réussir à se sortir d'un équilibre, de l'équilibre du non-vivant, de l'inerte. Et pour ça, eh bien, la chaleur ne suffit pas. Il faut vraiment des sources de chaleur plus drastiques, plus intenses, qui vont permettre de faire ces réactions irréversibles. Et pour ça, du coup, quelle est la source d'énergie la plus efficace à notre disposition, évidemment, qui va permettre de faire ça? C'est en fait le rayonnement solaire. C'est pour ça qu'on s'intéresse à tout ce qui est à l'interaction avec ce rayonnement solaire pour construire cette complexité. Et qu'est-ce qui est à l'interaction avec le rayonnement solaire sur notre Terre? Eh bien, c'est l'atmosphère. C'est elle qui reçoit en majorité les rayonnements du Soleil. Vous savez bien, elle en filtre plein, puisque sur Terre, on dit toujours qu'on est bien content d'avoir la couche d'ozone, ça fait que les UV les plus agressifs n'arrivent pas jusqu'à la surface. Oui, l'atmosphère est vraiment un filtre. Elle absorbe, c'est elle qui a l'interaction avec ces rayonnements solaires.
C'est bien pour ça que la communauté scientifique s'intéresse beaucoup à cette théorie dite de la soupe primitive, à savoir cette théorie de l'évolution chimique dans l'atmosphère, ici, à l'interaction avec les UV solaires, comment les interactions entre cette atmosphère et les rayons solaires a pu conduire à la formation de molécules de plus en plus complexes et après venir enrichir les océans. L'intérêt de cette source de matière complexe, c'est que, évidemment, l'atmosphère, elle enveloppe toute la planète. Il n'y a pas des endroits avec de l'atmosphère et des endroits sans atmosphère. Donc c'est une source dite globale, c'est une source étendue. Donc c'est vraiment une source de matière organique qui, en plus, a le mérite de pouvoir apporter de la matière organique partout sur le globe. Ça, c'est vraiment une force de la théorie de la soupe primitive. Donc commençons. On se dit très bien, on a envie de savoir comment sur Terre le rayonnement solaire a interagi avec l'atmosphère terrestre. Pour ça, il faudrait savoir quelle était la composition de l'atmosphère terrestre au moment de l'émergence du vivant. Première difficulté, c'était quand l'émergence du vivant? On ne sait pas bien. On trouve des traces assez anciennes, jusqu'à plus de 3,7 milliards d'années, ça on en est sûr. Donc on sait que le vivant date au moins d'il y a 3,7 milliards d'années. La Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, entre 4,5 milliards et 3,7 milliards. Il y a beaucoup de temps. Hein. Où est apparu le vivant, on ne sait pas exactement. Et en fait, la zone d'incertitude, j'ai un petit peu exagéré, c'est vraiment entre ici, allez, on va dire 3,4 pour être sûr, et puis ici 3,8. Mais du coup, ça fait vraiment une grande gamme. Donc là, ici, c'est une échelle de l'âge de la Terre. On sait que, voilà, démarrage 4,5, et là, c'est aujourd'hui. Eh bien, on sait que le vivant, il est apparu à peu près là-dedans, par ici. À quoi ressemblait, quelle était la composition de l'atmosphère de la Terre à cette époque-là? C'est pas évident de le savoir. On a très très peu de traces aujourd'hui de ce à quoi ressemblait l'atmosphère de cette Terre primitive. On ne sait pas exactement. On a des indices en analysant des roches très anciennes, on a des indices, et on sait notamment que quand c'est vraiment très très ancien, eh bien, c'était surtout ce qu'on appelle du dioxyde de carbone, du CO2. Mais on voit qu'au fur et à mesure, notamment avec l'évolution de l'étoile, l'évolution du Soleil, le climat a changé. Dès que le climat change, vous voyez bien aujourd'hui, ça change complètement la composition de l'atmosphère. On voit qu'en ce moment, on a augmentation des gaz à effet de serre. On voit bien que le climat a un effet sur la composition de l'atmosphère. Donc cette évolution du climat terrestre a un impact sur l'évolution de la composition de l'atmosphère de cette Terre primitive. Et donc si on regarde, eh bien, on voit que le CO2 a diminué dans la période qui nous intéresse et le méthane, lui, a augmenté. Donc si je m'intéresse au carbone, sous quelle forme était le carbone sur la Terre primitive? Vraisemblablement plutôt du CO2, mais il y avait aussi sans doute du méthane là-dedans. En quelle quantité, on ne sait pas exactement. Puis cette chimie-là, aujourd'hui, c'est plus la chimie qu'on a dans l'atmosphère de la Terre aujourd'hui. Étudier la Terre aujourd'hui ne nous informe pas du tout sur cette chimie qu'il pouvait y avoir avec une atmosphère de CO2 et puis de méthane. Donc, comment faire pour étudier ça? On va regarder autour de nous. On va aller chercher des indices de cette Terre primitive, de cette Terre passée. Chercher dans le passé, c'est très compliqué. Au lieu de chercher dans le passé, eh ben, on va se déplacer géographiquement. On va aller chercher le passé, entre guillemets, autour de nous en regardant les planètes qui nous entourent. On va aller chercher des planètes sur lesquelles on pourrait trouver une chimie avec du CO2, une chimie avec du méthane, et voir ce que ça nous apprend sur ce qu'a pu être la chimie atmosphérique sur cette Terre primitive. Et si je regarde dans ce tableau ici, eh bien, on a deux grands types d'atmosphères qui vont nous intéresser très très fort. On va avoir ici Vénus et Mars. Vous voyez qu'elles ont des atmosphères avec beaucoup de CO2. Donc là, ça va être un très bon modèle pour essayer de regarder à quoi ressemble une chimie avec quasiment que du CO2. Les planètes géantes, bon, là, c'est un petit peu moins intéressant. C'est les planètes géantes gazeuses. C'est quoi le gaz principal? C'est en fait de l'hydrogène et de l'hélium. Donc ça ne va pas vraiment nous renseigner sur la chimie de la Terre primitive. Donc ça, on ne va pas le regarder, en tout cas ce soir. Ce qu'on va regarder par contre, il nous manque notre exemple de chimie du méthane. Là. Eh bien, on a un très bon outil, entre guillemets, dans le système solaire pour étudier une atmosphère de la Terre primitive avec du méthane dedans, assez riche en méthane. Bon, c'est un modèle un peu extrême. Vous voyez que là, on a un modèle 100% CO2. Eh bien, grâce à Titan, on a un modèle où le carbone est quasi 100% sous forme de méthane. Cette atmosphère-là, elle est faite d'azote, comme sur Terre aujourd'hui. Composé majoritaire, c'est l'azote.
Et deuxième composé, ça va être du méthane. Donc ça aussi, c'est une atmosphère très intéressante pour explorer ce qu'a pu être l'atmosphère de la Terre primitive. Donc on va regarder maintenant un petit peu ensemble quelles sont ces chimies du carbone sur Vénus et Mars et sur Titan. Alors on va commencer par, à mon goût, la planète la moins intéressante. Je dis bien à mon goût, pour cette question-là. Vous verrez après, c'est une planète qui est extrêmement intéressante pour plein d'autres aspects. Mais pour la chimie du carbone dans l'atmosphère de Mars, comment ça se passe? Eh bien, on a dit que le carbone il est surtout sous forme de CO2. Le CO2, comment démarrent les réactions chimiques? On a dit c'est l'interaction avec le Soleil. C'est ce qu'on appelle de la photochimie. C'est les photons du Soleil qui apportent de l'énergie et qui viennent casser les molécules en présence dans l'atmosphère. Alors pas en grande quantité, hein, notre atmosphère elle n'est pas pulvérisée par le Soleil, c'est juste un petit peu, mais juste ces toutes petites traces, ces toutes petites nouvelles molécules cassées, c'est elles qui sont responsables de toute la chimie des atmosphères. Eh bien, le CO2, si une molécule de CO2 est cassée, eh bien, vous voyez, on lui a coupé une petite patte, on a un carbone avec 2 oxygènes, on coupe une patte avec de l'oxygène, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il nous reste plus qu'un oxygène, c'est du monoxyde de carbone, CO, plus un atome d'oxygène. Ça démarre comme ça, la photolyse, dans l'atmosphère de Mars. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On a dit que sur Mars, il n'y avait pas d'eau liquide, mais on n'avait pas dit qu'il n'y avait pas d'eau. Sur Mars, quand on regarde, il y a des jolies calottes polaires, il y a de l'eau, mais encore une fois, elle est soit solide, soit vapeur. Eh bien, le passage solide vers vapeur, c'est ici la sublimation. Vous voyez que, eh bien, on a le passage d'eau solide vers de l'eau vapeur. Cette eau vapeur monte dans l'atmosphère et va rencontrer les photons solaires. Qu'est-ce qui se passe? On a un peu d'eau, encore une fois, ce n'est pas 100%, mais on a un peu d'eau qui va être cassée par photolyse et former ce qui s'appelle ici le radical OH plus de l'hydrogène. Ce radical OH, c'est une espèce qui est très 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 réactive. Il y en a aussi sur Terre. On dit que c'est elle qui est responsable du pouvoir photo-oxydant de la Terre. C'est elle en fait qui vraiment est responsable de beaucoup de transformations chimiques dans l'atmosphère terrestre. Sur Mars, c'est pareil. Sur Mars, c'est pareil. Et qu'est-ce qu'elle a oxydé, le radical OH, ici? Avec quoi elle peut réagir? Eh bien, qu'est-ce qui peut s'oxyder? Eh bien, ce CO qu'on vient de former. On va avoir la réaction d'oxydation du CO avec le radical OH. Et qu'est-ce que ça forme? Du CO qu'on oxyde, ça reforme du CO2. C'est quand même pas foufou pour la chimie organique, hein. On part du CO2 et on reforme du CO2. Bon, c'est bien, l'atmosphère elle est stable, etc. Mais on voit que ce n'est pas une atmosphère qui est vraiment propice à la croissance organique. Ça ne marche pas. Il y a beaucoup trop justement de ce radical hydroxyle qui fait qu'on n'arrive pas à faire réagir les molécules de CO ensemble, donc on n'a pas de croissance. Donc on retient ça, une atmosphère de CO2 comme ça, c'est pas ça qui va être vraiment capable de vraiment tirer la croissance organique dans l'atmosphère, dans une atmosphère. Je vous ai dit, quand même, je ne m'excuse auprès de Mars, c'est un objet très très intéressant. Vous avez déjà entendu parler de la recherche de matière organique sur Mars, bien sûr. C'est pas dans l'atmosphère qu'on la recherche. C'est où du coup? Eh bien, c'est sous la surface. Justement, bien protégé de cette atmosphère, bien protégé pour le coup des rayonnements du soleil qui, certes, ont servi à former les premières molécules, mais qui après continuent à dégrader et peuvent décomposer les espèces. Donc en fait, ce qu'on cherche sur Mars, quand vous entendez parler de recherche de matière organique sur Mars, c'est en fait de la recherche dans le sous-sol. D'où ici ce rover, ici Curiosity, que vous connaissez tous, et pour lequel eh bien, il y a une équipe dans mon laboratoire qui travaille sur un des instruments de ce rover. Et qu'est-ce qu'ils regardent justement? Ils font partie de l'équipe franco-américaine qui cherche cette matière organique dans le sous-sol martien. Donc, vous avez entendu parler ici de la foreuse, ici, qui se trouve dans le bras, qui va faire des petites carottes, qui après remonte la carotte ici sur le dos du rover, et vous voyez qu'il s'asperge un peu, hein. On voit qu'il y a plein de sable déposé là, il cherche les entonnoirs, mais des fois il y en a un peu qui tombent à côté. Donc voilà, il s'envoie du sable sur le dos et ça tombe ici dans des petits orifices qui vont vers un système complexe d'analyse chimique. Et ce sont ces instruments-là qui ont détecté de la matière organique dans le sous-sol martien. Donc c'est très intéressant. On sait que sur Mars, il a été dans la zone habitable, il y a eu de l'eau liquide
et qu'on trouve de la matière organique. Donc c'est effectivement un objet très très intéressant pour la recherche des origines de la vie, mais pas dans l'atmosphère. On quitte Mars, on va voir un tout petit peu Vénus. Vénus a d'autres intérêts. Donc Vénus, c'est également du CO2. Donc là, je ne vous refais pas l'histoire. Pour le CO2, c'est pareil. Il y a toujours le même type de réaction, CO2 qui se transforme en CO. Il y a aussi un tout petit peu de vapeur d'eau. Donc également, on recycle du CO2 sur Vénus. Là, c'est tout pareil. Mais il y a un petit élément en plus sur Vénus qui est intéressant pour les scientifiques. C'est que sur Vénus, il y a encore une activité volcanique, ou en tout cas, si elle n'est pas tout à fait éteinte, on pense qu'elle est toujours active, mais sinon, de toute façon, même si elle est éteinte, elle est très récente. Et ça a pour conséquence, cette activité volcanique, d'avoir émis du dioxyde de soufre dans l'atmosphère de Vénus. Donc dans l'atmosphère de Vénus, en plus du carbone, eh bien, on va trouver une source de soufre. Et là, vous vous souvenez, le soufre, ça nous intéresse. Eh bien, effectivement, sur Vénus, on a observé, alors ce n'est pas une croissance, encore une fois, on est sur une atmosphère de CO2, donc ce n'est pas une atmosphère très propice à la complexification, mais malgré tout, on a observé la formation, la recombinaison ici de ce CO formé avec du soufre issu de la photolyse de SO2. On a observé la formation d'une molécule petite mais très intéressante, puisque imaginez le couplage qu'on imaginait tout à l'heure entre carbone et soufre. Bon, bah là, c'est le plus petit couplage qu'on puisse imaginer. On a une toute petite molécule, mais qui a un carbone, un oxygène et un soufre. Donc, du point de vue de cette combinaison possible du soufre dans la matière organique, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. C'est qu'on voit que le volcanisme, effectivement, peut amener dans l'atmosphère à coupler la chimie du soufre avec la chimie du carbone. Et si on allait vers Titan, vers la chimie du méthane? Donc voilà Titan, par un superbe cliché pris par la mission Cassini. La mission Cassini-Huygens, ça s'est terminé en septembre 2017, il n'y a pas très longtemps. Et avant, elle avait tourné pendant 13 ans autour de Saturne. Elle est arrivée en 2004 autour du système de Saturne. Elle a mis 7 ans à y arriver, c'était envoyé en 1997. 7 ans de voyage, et après 13 ans à orbiter autour de Saturne et à venir régulièrement observer Titan, qui est une lune de Saturne. Et donc ça, c'est un super cliché pris justement par la mission Cassini. Que vous voyez là, on voit Titan qui est en train de passer là devant Saturne par rapport à Cassini. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde Titan là? Alors Saturne, on voit déjà, pourtant c'est loin, là, mais on voit des jolies structures. On voit quand même des choses sur Titan, à voir comme ça, c'est un petit peu décevant, non? On voit un peu une boule orange, quoi. C'est tout. Mais en fait, ça veut dire beaucoup. Alors, ça c'est dans le visible. Dans le visible, on voit une boule orange. Mais si on quitte le domaine visible, si on va regarder des sortes de lumières invisibles qui sont capables de traverser l'atmosphère et d'aller jusqu'à la surface, eh bien c'est ce que le radar peut faire. Et il y avait un radar sur Cassini. Eh bien le radar, j'ai plein de clichés magnifiques de la surface de Titan, vous pouvez les regarder sur Google, on trouve très facilement. Eh bien la surface de Titan, c'est extrêmement intéressant. Donc c'est pas du tout qu'une boule orangée. À la surface de Titan, on voit plein de structures géologiques extrêmement intéressantes. Donc notamment, vous avez tous entendu parler, puisque j'ai vu tout à l'heure au petit carton orange et bleu que vous étiez tout à fait sensibilisés à ça. On voit des grandes structures liquides ici, des grands lacs et même des mers. Hein, c'est l'équivalent ici pour certains des grands lacs américains. C'est des distances considérables. C'est vraiment des grandes étendues. Et qui ne sont pas faites d'eau, en effet. Elles sont faites des analyses radar qui ne sont pas très très fines, hein, ce n'est pas fait pour faire de l'analyse chimique, mais malgré tout on a la composition principale et on voit que ce sont des lacs d'hydrocarbures, des lacs notamment de méthane, mais ça bon c'est pas très surprenant, on a du méthane dans l'atmosphère, donc il y a une sorte de cycle du méthane comme il y a un cycle de l'eau sur Terre. Donc le méthane il est phase vapeur, phase liquide, et même on peut trouver des traces de glace de méthane, mais bon c'est limite. Et on a des cycles, on a même vu des pluies de méthane, il y a vraiment des cycles comme ça entre le liquide et puis la vapeur pour le méthane dans Titan. Donc du méthane, certes, mais aussi, on voit que, eh bien, il y a aussi de l'éthane. Qu'est-ce que c'est que l'éthane? Vous avez sa formule ici, c'est du C2H6. Donc on voit que déjà, il s'est passé quelque chose. On a ici de l'accumulation d'une molécule qui est déjà, grosso modo, 2 fois plus grosse. On a 2 carbones dans l'éthane par rapport au méthane. Donc on a bien une complexification chimique quelque part, on le voit dans les lacs. Et si je regarde sur les bords du lac, alors là vous regardez plein de clichés de Titan, vous voyez en fait partout que la surface elle est
complètement recouverte en fait, d'une sorte de sable partout. On voit même des dunes, on voit vraiment des structures avec du sable partout. Sauf que ce n'est pas du sable minéral, comme sur Terre, c'est un sable organique. Titan, il y a de l'organique partout. Donc là, on voit un lac ici de méthane et d'éthane, et en fait, on voit de la matière organique, c'est-à-dire au moins du carbone, mais également, on va le voir, de l'azote, partout à la surface. D'où est-ce que ça vient, ce grain de sable qu'on voit par terre à la surface de Titan? C'est une grande question. Eh bien, vous avez la réponse, en fait. Ça vient du dessus. Ça vient de la chimie atmosphérique. C'est en fait la chimie atmosphérique, comme on va le voir, qui est une vraie usine à former de la matière organique. Et ça devient tellement gros, tellement lourd, que ça finit par tomber au sol. Quand les molécules sont trop grosses, elles ne peuvent plus rester en phase vapeur, elles deviennent solides. Ça fait des grains solides qui finalement vont finir par sédimenter. Et donc la surface de Titan est complètement recouverte de grains solides qui en fait proviennent de la chimie atmosphérique dans l'atmosphère de Titan. Pour vous illustrer ça, ces fameux grains solides, je vous dis qu'ils viennent de l'atmosphère. Ça, c'est une simulation. Donc, je vous ai parlé de la mission Cassini, qui est donc un orbiteur autour de Saturne, mais en fait, elle était aussi équipée d'une sonde. Et quand elle est arrivée en 2004, pour la première fois, quand Cassini est arrivé dans le système de Saturne et s'est approché de Titan, eh bien, il a lâché sa sonde qui s'appelle Huygens dans l'atmosphère de Titan, qui est venue se déposer à la surface de Titan. Et donc cette sonde Huygens, voilà la reconstitution grâce aux caméras qui étaient sur Huygens. Voilà ce qu'elle aurait pu voir, c'est vraiment le bon rendu couleur et tout. Voilà ce qu'elle aurait pu voir si il n'y avait pas de chimie atmosphérique. Donc bon, on est plus loin du Soleil que la Terre, donc vous avez déjà l'impression que la luminosité elle est un petit peu plus faible. On a l'impression que c'est un coucher de soleil. Là, en fait, c'est pas un coucher de soleil. Il fait grand jour là quasiment. Donc sur Titan, voilà ce qu'il a pu voir. Enfin, ce qu'il aurait vu s'il n'y avait pas de chimie atmosphérique. Qu'est-ce qu'il a vu en fait? Ça, c'est le cliché qui vient après. Voilà ce qu'il a vu. Voilà le rendu dans les vraies couleurs, la vraie luminosité. En fait, ici, en permanence, par rapport à la lumière que vous avez vue tout à l'heure, eh bien, la lumière est complètement filtrée. Il y a un brouillard épais dans l'atmosphère en permanence. Et c'est pour ça qu'on voit Titan de l'extérieur comme une boule orange. C'est en fait ce brouillard photochimique qui enveloppe Titan en permanence, qui est présent et qui est formé dans l'atmosphère. Brouillard photochimique, c'est sans doute un terme que vous avez déjà entendu. Ce sont des processus chimiques qui, sur Terre par exemple, se produisent quand il y a des pics de pollution au-dessus des villes. On voit que des fois l'air devient trouble, notamment vous avez dû voir des images de Pékin assez troublantes où on voit presque plus rien. En fait, il y a plein de diffusion de la lumière à cause de la présence de ces particules solides dans l'air. Et bien là, c'est ça en permanence. Ce n'est pas la pollution des êtres vivants sur Titan. Hein. Là, on est bien dans la chimie inanimée, c'est de la chimie atmosphérique en permanence qui provient de la chimie de l'azote et du méthane, qui, comme on va le voir, vont conduire à la formation de molécules organiques tellement grosses que ça vient faire ces particules en suspension en permanence qui font qu'on ne voit pas la surface de Titan depuis le sol et qu'elle nous apparaît comme cette boule orangée qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, il y a un certain nombre d'instruments sur la mission, sur à la fois Cassini et sur Huygens, qui nous ont montré que ces grains ici en suspension, ce brouillard photochimique, il était effectivement organique, du carbone, mais je vous avais annoncé un peu la couleur tout à l'heure. Je vous avais dit il y a de l'azote aussi. En fait, grâce à ces instruments, on sait que ce sont des molécules organiques, évidemment riches en carbone, mais très riches en azote également. Comment ça se forme? Donc, vous l'avez compris, on va voir ici que Titan, c'est en fait, avec cette chimie de l'azote et du méthane, c'est une vraie usine à matière organique à grande échelle, à l'échelle du satellite. Du point de vue dimension, je ne vous ai pas dit, Titan c'est assez gros, hein. Je parle de Lune, mais c'est à peu près la moitié de la Terre, hein, donc c'est à peu près la taille de Mars. C'est conséquent, c'est un gros objet. Et c'est un gros objet, je ne vous ai pas non plus parlé des dimensions ici atmosphériques. On a dit tout à l'heure que c'était de l'azote et du méthane. En fait, c'est beaucoup d'azote et beaucoup de méthane. À la surface, on a même plus que la pression à la surface de la Terre. Vous savez, la pression à la surface de la Terre, c'est 1 bar. Sur Titan, c'est même 1,5. Il y a 1,5 fois plus de pression à la surface de Titan que sur Terre. Donc il y a beaucoup de gaz, beaucoup d'azote, beaucoup de méthane. Et en plus, comme cette Lune est plus petite que la Terre, 2 fois plus petite, la gravité est moins forte. Donc en fait, l'atmosphère, elle est moins plaquée, elle s'étend plus. Donc non seulement on a une plus forte pression, mais en plus cette atmosphère, elle est très très étendue.
En fait, ce que vous voyez ici, là, ces petites couches qui correspondent encore au brouillard, en fait, qui commence à être plus ténu, il y en a de moins en moins, mais il est à très haute altitude. En fait, l'atmosphère de Titan, elle s'élève à plus de 1000 km au-dessus de la surface de la Terre. Oh, au-dessus de la surface de Titan, excusez-moi. Vous m'avez corrigé, bien sûr. Hein. Donc on a une atmosphère très épaisse et très étendue. Et vous voyez ici que apparemment l'azote et le méthane en plus ont des processus de chimie atmosphérique très efficaces pour faire la matière organique. Alors on va commencer, le début c'est facile. On sait qu'il va falloir coupler l'azote et le méthane. On a dit tout à l'heure, on prend les molécules principales et puis on va amener des photons solaires. C'est ce qui se passe. Je regarde ici mon azote et mon méthane. On amène les photons solaires. L'azote, je le casse. N et N, qu'est-ce que ça donne? Ça donne N et N, séparés. Et le méthane, si on le casse, eh bien, la première idée qu'on peut se faire, c'est déjà de perdre une de ces liaisons seulement. On va lui enlever un petit voisin. Et du coup, il reste non pas CH4, mais CH3, et on a récupéré un hydrogène. Très bien, ça, ce sont des réactions effectivement très, très importantes dans l'atmosphère de Titan. Mais déjà, si je regarde un tout petit peu plus loin, et encore, allez, on va regarder juste la deuxième ici. Vous voyez que même ça, en fait, c'est pas la seule. Le méthane, en fait, selon l'énergie des photons, on peut même lui casser deux voisins. Donc on peut même faire CH2 plus H plus H. Puis du coup, vous voyez, on a fait du CH3, on a fait du CH2. Ils peuvent réagir ensemble. Hein. C'est des molécules qui ont perdu un voisin, donc elles sont très réactives, elles ont envie de se recombiner. Donc CH3 plus CH3, ça a envie de faire C2H6. C2H6, c'est l'éthane. C'est ce qu'on a vu à la surface tout à l'heure dans les lacs de Titan. Donc ça se forme, C2H6 se forme dans l'atmosphère et il va s'accumuler dans les lacs. Puis je continue, je vois que ça peut réagir ensemble, CH3, CH2. Oh, je vois de l'azote aussi, il peut venir se recombiner avec le CH3 et former une nouvelle molécule où on a eu couplage entre carbone et azote. On se retrouve avec des molécules qui ne sont plus que de la matière, enfin que du carbone, mais également de l'azote. Il y a un couplage très efficace et vous voyez qu'en fait, rien ne l'arrête. Et là, on a une croissance qui est explosive et qui explique la formation de ce brouillard photochimique riche en azote. Quand je dis explosif, là, vous en avez un tout petit, comment dire. Mais en fait, ce que je vous ai mis, c'est même pas un millième du nombre de réactions qu'on connaît actuellement, et encore, il nous en manque beaucoup. Donc, comment faire pour étudier cette chimie? Donc, on l'étudie à distance, mais on l'étudie aussi au laboratoire. Et là, j'étais contente de vous en parler parce que c'est justement une activité qu'on développe dans mon laboratoire au Latmos, dans mon équipe. On va simuler Titan, mais également les autres planètes au laboratoire. Donc, quel est le principe de base? Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais voici notre étoile, avec ici cette source lumineuse qui va générer ces photons solaires ou stellaires. On peut même faire de la chimie des exoplanètes. Et puis, voici notre planète ici, dans laquelle on va avoir l'atmosphère principale, et on va simuler ces processus et les étudier au laboratoire pour comprendre cette chimie complexe. Donc là, je ne vais pas m'étendre, c'est pour vous montrer que c'est une activité qui est compliquée, qui implique de réfléchir à plusieurs cerveaux. Donc c'est voilà l'équipe dans laquelle on travaille. Vous noterez qu'on est paritaire, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Et en conclusion sur cette chimie atmosphérique dans le système solaire, pour repartir avec des idées un petit peu simples, ce qu'on a vu, Claire, ce qu'on a vu, c'est que pour faire de la chimie organique efficace, où est-ce qu'on en trouvait? Eh bien, on voyait que c'était quand même, donc que c'était le cas, mais que c'était quand même beaucoup plus favorable dans une atmosphère où il y avait du méthane plutôt que du CO2, c'est à peu près clair. L'exemple de Titan versus Mars. Que cette chimie atmosphérique permettait de former de la matière organique, mais pas que. On voit aussi qu'il y a un couplage avec la chimie de l'azote, on l'a vu dans Titan. On voit qu'il y a un couplage avec la chimie du soufre dans le cas du volcanisme avec Vénus. Et je vous rappelle que ici, l'intérêt de cette chimie atmosphérique, c'est qu'en plus, elle apporte de la matière organique à l'échelle globale qui va venir alimenter la surface de la planète considérée, comme on a pu le voir sur Titan. Donc pour finir, pour ouvrir, on a vu tout à l'heure qu'on cherchait les zones habitables dans les exoplanètes. Eh bien, pour la quête des exoplanètes, un des défis majeurs aujourd'hui, la zone habitable, on commence à savoir le faire. On détecte des planètes et on sait caractériser si elle est dans la zone habitable ou pas. Je vous avais dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'eau. Eh bien, ce qui nous intéresse pour l'avenir, c'est vraiment le défi de l'étude des exoplanètes aujourd'hui,
c'est de, certes, savoir si c'est dans les zones habitables, mais savoir de quoi est composée son atmosphère. Savoir s'il y a de l'eau, savoir si également il y a de la matière organique possible, s'il y a des signatures de matière organique. Et en particulier, je vous ai parlé de cette chimie organique particulièrement efficace en présence de méthane. Vous comprenez bien que du coup, le méthane, c'est une des molécules un peu clés qu'on cherche à détecter dans ces atmosphères d'exoplanètes. Aujourd'hui, on ne sait pas bien faire, mais on est en train de construire des instruments qui, à l'avenir, ça va vraiment être les grands apports de la science autour des exoplanètes dans la décennie qui va venir. Ça va vraiment de commencer à être capable de caractériser l'atmosphère de ces exoplanètes, ici, si on arrive à avoir des signatures dedans. Et pour ça, vous avez certainement entendu parler de la mission JWST, qui est un télescope spatial qui va permettre d'avoir les premières caractérisations de ces atmosphères de planètes dans la zone habitable, qui va être lancée en 2021. Et encore un petit peu plus loin, il va aussi y avoir la mission Ariel, qui elle est européenne, qui va être envoyée en 2028 et qu'on prépare dès aujourd'hui, puisque c'est vraiment la grande question de demain pour les exoplanètes. Et je vous remercie. Merci beaucoup Nathalie Carrasco, c'est tout simplement passionnant. Alors j'imagine que vous avez des questions, donc je vous invite à vous signaler en levant la main. Oui monsieur, il vous suffit d'allumer le micro. Et puis on vous écoute. J'imagine que c'est une question que tout le monde veut poser. Est-ce qu'on peut imaginer des formes de vie qui ne sont pas à partir de carbone, mais de soufre ou de méthane? Alors c'est une question qu'effectivement on se pose tous. Personne n'est capable d'y répondre. Parce que autant déjà on voit que on a du mal à caractériser et à trouver, à comprendre comment la vie est apparue sur Terre telle qu'on la connaît. Donc en plus, imaginez une vie qui en plus n'est basée sur rien par rapport aux schémas sur lesquels on peut travailler. Alors là, c'est vraiment l'aventure là. Alors allez-y, monsieur. Vous avez appuyé sur le... Alors, est-ce que vous avez éteint le vôtre? Alors, je vous remercie, c'est vraiment très gentil. Et je voulais signaler que mon laboratoire, en l'occurrence mon équipe, on travaille aussi grâce à des fonds de l'Europe. Ah. L'Europe, pour nous, c'est très important aussi. Petit clin d'œil à l'actualité. Pour ça, je me suis permise. Voilà une post-doctorante, une jeune chercheuse sans doute qui vient faire son exposé. Bon, intéressant. Je me suis installé et quelques minutes plus tard, vous avez parlé de vos petits-enfants. Voilà. Et après, plus tard, de mon équipe, de ceci, cela, et je travaille avec les Américains. Oula, je me suis dit, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Cette Nathalie doit avoir un secret, et elle ne dit pas. Pourquoi est-elle restée si jeune? Merci pour ce commentaire. Alors, je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, le fait d'aimer son métier, ça permet de rester enthousiaste. Alors, à défaut d'être jeune, puisque je ne le suis pas vraiment, ou en tout cas, on est tous moins jeunes ou plus jeunes que quelqu'un d'autre, hein, c'est très relatif, mais par rapport à un postdoctorant, je ne suis plus jeune. Mais c'est vrai que j'ai un métier très, très agréable, vraiment passionnant. Une question, madame. Oui, merci pour votre exposé. Je voudrais savoir les ondes qui nous entourent. Comment elles détruisent l'acide désoxyribonucléique, l'ADN. Voilà. Alors, merci. Alors,
Effectivement, ce sont des molécules qui sont quand même fragiles, mais il faut enfin, fragiles et robustes à la fois. Ce n'est pas n'importe quel rayonnement, en effet, qui permette de les détruire. Et en particulier, les photons, parlons effectivement des porteurs de rayonnement qui vont interagir avec cette matière organique fragile, qui sont capables de faire des détériorations, ce sont quand même des photons un peu énergétiques. Donc par exemple, des ultraviolets un peu forts, des ultraviolets un peu lointains. Ceux-là ne nous arrivent pas à la surface du fait qu'ils soient filtrés par l'ozone. Donc là, de ce côté-là, on est quand même plutôt tranquille, il n'y a pas de destruction. Par contre, les études qui sont faites, c'est des rayonnements ionisants, et là, ces rayonnements-là auxquels vous pensez, ce sont des rayonnements qui sont, par exemple, les rayons X. On sait que dans l'année, il ne faut pas s'exposer de trop. Aller faire plein de radios, c'est pas recommandé, parce que ces rayonnements X, donc dans le domaine un peu plus énergétique encore que l'ultraviolet, eux sont capables d'aller faire des détériorations qu'il vaut mieux éviter. Mais la 5G qui va être sur le marché en 2020, qu'en pensez-vous? Alors, a priori, ce n'est pas du tout oui, je pense que là, on est... le bon domaine de longueur d'onde pour faire des détériorations sur l'ADN. Ouais. Autre question? Oui, alors, monsieur et monsieur. Allez-y. Tout d'abord, je vous félicite pour la clarté de votre exposé. Vos étudiants ont beaucoup de chance, à mon avis. Alors, la question, c'est une question technique. La source qui représente l'étoile dans votre expérience, ça ressemble à un plasma ou à un laser? C'est quoi? Vous êtes connaisseur. Oui, je travaillais dans les plasmas. Effectivement, c'est une décharge plasma. Alors, tant pis, j'utilise le terme. C'est un type surfatron, à savoir c'est une décharge dans le domaine micro-ondes. Et là, on fait passer en fait un flux de gaz rare. Et c'est l'excitation micro-ondes de ces gaz rares qui va générer les émissions résonantes dans le lointain ultraviolet qui nous permettent de faire les réactions qui nous intéressent. C'est quoi comme gaz rare? De l'argon? Alors l'argon, c'est pas tout à fait assez, parce que lui, il fait des émissions qui sont à 104 nanomètres, et ça casse pas l'azote, ça casse que le méthane. Du coup, on va utiliser du néon, parce que lui, il résonne à 73, et là, on casse tout. D'accord, merci beaucoup. À question précise, réponse précise. Vous avez un connaisseur. Oui. C'était une autre question précise. Vous cherchez exactement quelle signature? Est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus précisément pour la signature du méthane, s'il vous plaît? Alors le méthane, il a beaucoup de signatures, mais notamment il a des signatures très caractéristiques et très intenses dans l'infrarouge. Donc en fait, l'instrument ici, JWST, comme Ariel, vont avoir des spectroscopes dans l'infrarouge qui vont permettre de détecter ces signatures vraiment très caractéristiques. Excusez-moi, vous n'en avez pas un exemplaire, un petit morceau pour voir à quoi ça ressemble ou... Vous voulez dire là un spectre du méthane? Tout à fait, oui. Non, je suis désolée. Dommage. Mais il y en a plein. Hein. Mais d'ailleurs, c'est pour ça, juste pour faire la parenthèse, le méthane qui absorbe énormément l'infrarouge, c'est pour ça qu'on dit que c'est un gaz à effet de serre. C'est parce qu'il absorbe le rayonnement infrarouge de la Terre et qu'il le renvoie vers la Terre, et du coup, il piège le rayonnement infrarouge vers le sol, et c'est ça qui participe à l'échauffement. C'est parce qu'un gaz à effet de serre, c'est un gaz qui absorbe dans l'infrarouge. Donc le méthane est un super gaz à effet de serre. Monsieur. Oui, vous parliez tout à l'heure de l'atmosphère du Titan. Donc on est à 10 unités astronomiques de la Terre. Oui. Et la révolution de la Lune autour de la planète fait qu'elle reçoit moins de photons que des planètes comme Mars, par exemple. Oui. Et donc, le phénomène que vous décrivez, c'est intéressant de savoir qu'il y a plein de réactions chimiques possibles, mais en quantité d'énergie, en quantité de photons, on en reçoit beaucoup moins. Oui. Comment vous expliquez qu'on ait une telle profusion de matière générée par cette atmosphère-là, alors qu'il y a la distance qui joue, il y a la révolution aussi qui fait qu'on reçoit moins d'énergie, moins de photons? C'est juste une observation qui fait que ça me semble... Vous avez tout à fait raison. Il faut imaginer, donc, effectivement, le flux émis par le Soleil
au fur et à mesure qu'on s'éloigne, ils se dispersent dans des sphères de plus en plus grandes. Du coup, ça dilue. Donc, quand on est à 10 unités astronomiques, en fait, on a perdu, grosso modo, on a 100 fois moins de photons que quand on est au niveau de la Terre. Donc, si on rapprochait, si on imagine, c'est juste un exercice de l'esprit, hein. Si on rapprochait Titan au niveau de la Terre, les processus qu'on voit là, ils iraient 100 fois plus vite. Il y aurait 100 fois plus de photons. Donc, on voit bien qu'une atmosphère riche en méthane, ça a vraiment des processus tellement rapides qu'il faut même peu de photons pour démarrer après ces chaînes. Alors, par contre, ce que je peux préciser, c'est que même si le début est vraiment limité par la quantité de photons, donc le fait d'avoir moins de photons, effectivement, amorce moins des premières molécules. Par contre, après, les réactions d'après, de recombinaison entre molécules entre elles, ça va extrêmement vite. Il y a une question dans la partie haute. Oui, monsieur. Bonsoir. J'aurais aimé savoir comment la communauté des chimistes appréhendait le réchauffement climatique en dehors de la taxe carbone, bien sûr. Ah, c'est intéressant. En ce moment, en fait, on fait un peu notre évolution dans le domaine de la recherche en général, puisque notamment, moi je suis dans un laboratoire qui étudie les atmosphères planétaires. C'est un laboratoire qui est dédié à l'environnement. On est rattaché aux sciences de l'univers, donc on se doit encore plus, je dirais, de faire attention à notre comportement en tant que scientifique. On étudie les objets, on étudie le réchauffement climatique, on étudie la qualité de l'air. Ce serait bien que les conseils qu'on donne, on se les applique à nous aussi. Donc en fait, c'est vraiment une dynamique très très actuelle du point de vue de notre activité scientifique. On a toute une démarche en ce moment sur nos comportements en tant que chercheurs, voir comment les adapter aussi à avoir un impact carbone un peu moindre, parce que vous savez que par exemple les chercheurs voyagent beaucoup, ils prennent beaucoup l'avion pour se rencontrer beaucoup en conférence. Eh bien, on a une réflexion là-dessus pour essayer de voir comment utiliser plus les outils de visioconférence, comment faire en sorte que nous, à titre de notre activité de chercheur, on puisse également accompagner un changement de comportement vis-à-vis de la société aussi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, monsieur. Oui, merci beaucoup, madame, c'était très intéressant. Je vais vous poser une question un peu de novice, parce que je ne connais pas très bien le sujet que vous avez couvert. Mais j'avais lu, il y a quelques années, dans des bouquins de vulgarisation scientifique, ils retranscrivaient en fait des expériences dans lesquelles on essayait justement de provoquer la génération de ces molécules complexes. Alors, j'en avais une image, on avait des espèces de bonbonnes dans lesquelles on mettait des trucs au début, après on faisait des tas de décharges, et puis finalement on arrivait à créer plein de trucs. Ouais. Et en fait, finalement, ce que vous nous avez montré, ça semble quand même, c'est certainement plus réaliste, mais c'est un ton en dessous, quoi. Ça fait moins rêver que l'espèce de bonbonne. Est-ce que c'était bidon ou enfin, on en est où là-dessus? Alors, ce que vous avez en tête, c'est une expérience vraiment historique, c'est quelque chose qui a été très très important. C'est l'expérience qui a validé l'idée de la soupe primitive. C'est l'expérience de Miller dans les années 50. C'est pour ça, la chimie des années 50, vous avez votre idée des bonbonnes, etc. C'est vrai, c'est vraiment une expérience de ces années-là, donc cette expérience ressemblait à ça. Donc vous avez un espèce d'océan primitif qui est en fait un ballon dans lequel il y a de l'eau, avec une colonne au-dessus qui va être reliée à un autre compartiment dans lequel on va faire passer du gaz, on va mettre une décharge électrique et on va considérer que cette décharge électrique, c'est grosso modo les éclairs et le soleil, et que ça va amorcer ces premières réactions. Et ces molécules qui sont formées, elles sont entraînées après vers l'océan primitif, plongent dedans. Et ce qu'on va analyser à la fin, c'est tout ce résidu en fait, de matière organique qui s'est accumulé dans le ballon correspondant à l'océan primitif. Et c'est là qu'on a trouvé des acides aminés. Donc c'était vraiment une expérience extraordinaire. Hein. Ça a été, être Miller dans les années 50 et puis démontrer la théorie de la soupe primitive, ça a été un grand choc scientifique. Effectivement, on pourrait considérer que là, on en est en quelque sorte beaucoup plus loin, mais c'est qu'en fait, cette vision très globale, c'est magnifique, mais on n'y comprend quand même pas grand-chose parce que c'est tout en un seul pot, quoi. Ce qui fait que cette interaction entre atmosphère et océan, on ne la comprend pas bien vu qu'on a un petit peu tout mélangé. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu séparé les boîtes. On dit, ok, l'idée est excellente, mais on va essayer maintenant de comprendre un peu mieux. Donc on va reséparer les enveloppes en quelque sorte de la Terre. Donc on va regarder vraiment ce qui se forme dans l'atmosphère pour comprendre comment ça va alimenter les océans. Et après, la chimie dans les océans, c'est devenu un autre sujet.
et ce que notamment dans son expérience, il n'a pas du tout. On trouve plein d'acides aminés, on trouve plein de choses, mais du coup, il y en a tellement que ce n'est pas les 20 non plus acides aminés du vivant. Donc on voit bien qu'il y a un processus sélectif qu'il n'a pas du tout dans cette vision simpliste de son océan qui est juste un ballon d'eau. En fait, c'est plus compliqué que ça. Il faut pouvoir faire des processus catalytiques, donc il faut regarder avec le fond des océans, avec notamment tout ce qui est métaux, avec le cuivre, avec le zinc. Là, il y a une chimie qui est extrêmement active dans la communauté, hein, c'est des sujets passionnants, et qui est vraiment étudiée, la chimie des océans. Et moi, je regarde la chimie de l'atmosphère. Et un jour, on voudra coupler nos travaux. Mais du coup, lui, il a vraiment été précurseur. Il a dit, ah là, il y a quelque chose. Maintenant, on essaie de comprendre. Je vous propose de prendre juste une dernière question parce qu'on avait commencé 2-3 minutes en retard. Bon, je donne la parole à quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé, c'était super. Vous nous avez parlé que pour faire de la vie, il faut des protéines, des acides aminés, des sucres, des lipides, etc. Donc je voudrais vous poser une question qui est une question plus personnelle. C'est, pensez-vous que, étant donné toutes ces conditions, pensez-vous qu'il existe de la vie ailleurs que sur Terre? Alors je ne peux pas y répondre, je suis désolée, enfin, oui et non. Je n'ai pas de preuves scientifiques pour le dire, mais le fait qu'on détecte des planètes... Donc dans le système solaire, il y a une grande aventure, parce que pour l'instant, tout ce qu'on peut voir à la surface, la vie, on ne l'a pas trouvée. Donc les grandes pistes actuelles pour essayer de trouver une vie qu'on n'aurait pas du tout vue à distance, c'est justement essayer d'aller regarder dans les objets glacés que je vous ai montrés, à la fois Encelade et puis Europe, dans ces lunes glacées, d'essayer d'aller voir dans les océans souterrains si là, on ne l'a pas vu de l'extérieur puisque c'est protégé par cette croûte de glace, si là, il n'y aurait pas quelque chose. À titre personnel, j'ai du mal à complètement y croire puisque cet océan souterrain, il n'est pas en interaction avec le Soleil. Donc je ne vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir avoir le dépôt d'énergie suffisant pour pouvoir passer de l'inerte au vivant. Mais on n'est pas allé voir, donc on ne peut pas l'exclure non plus. Là où, évidemment, on a envie de penser que c'est possible, c'est évidemment dans l'aventure des exoplanètes. Mais ce sera vraiment très difficile de conclure puisqu'on trouvera des signatures à distance, de traces. Je pense que pendant longtemps, on sera capable de dire qu'il y a plein de faisceaux favorables, mais de là à pouvoir conclure que c'est la vie, elle y est peut-être, elle y est sans doute, mais je pense qu'avant qu'on puisse le démontrer scientifiquement, ce sera long. Moi, j'ai envie d'y croire. Très bien, c'est sur cette intuition et cette envie de croire que l'on va conclure. Merci beaucoup, Nathalie Carrasco.